Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes. C'est vraiment un épisode que j'aimerais qu'on n'ait pas besoin de faire parce que j'aimerais qu'on vive dans un monde où il n'y a pas d'agression sexuelle. Avant de continuer cette intro, je voudrais juste nous rappeler que cet épisode va nous brasser et que donc si vous ne vous sentez pas d'écouter les propos qui vont suivre, respectez-vous vous-même et sentez-vous libre de couper là. Et je vous dis au revoir et prenez soin de vous. C'est un sujet vraiment difficile, c'est un sujet qui nous touche personnellement, soit dans notre propre vie, soit dans la vie des gens qu'on aime autour de nous. Donc c'est normal que ça nous fasse réagir dans notre esprit ou dans notre corps. On veut parler de ce sujet parce que les chiffres sont effarants sur les agressions et les violences sexuelles. Il y a une enquête en 2016 qui est sortie qui permet de mesurer le nombre de personnes ayant subi des violences sexuelles au cours de leur vie. Et ces violences ont concerné 14,5% des femmes et 3,9% des hommes âgés de 20 à 69 ans. Je vais mettre les liens de cette étude dans la description. 14,5% des femmes et 3,9% des hommes au cours de leur vie. C'est pour ça qu'on fait cet épisode, parce qu'on a envie de parler de prévention, on a envie de parler de quoi faire quand ça nous arrive ou quand ça arrive à nos proches. Et j'espère que c'est un épisode qui nous donnera de l'espérance pour continuer de nous battre, soit pour la guérison, soit pour la prévention. On vous encourage vraiment à aller consulter les liens dans la bio, à continuer de cheminer et à pas en rester là. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous et à toutes, et on est dans un épisode, comme je le disais dans l'introduction, qui est intense, triste et qui peut beaucoup nous brasser. Mais je suis très reconnaissante d'avoir Fiona avec nous qui va nous parler de ce sujet important et difficile. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Fiona, est-ce que tu voudrais te présenter, s'il te plaît ? Ouais, bonjour à tous et à toutes. Donc moi en fait je suis psychologue en association d'aide aux victimes. Je suis par ailleurs chrétienne, impliquée dans une église locale, auprès des jeunes notamment, auprès des ados. On passe pas mal de temps avec mon mari dans cette activité, dans ce ministère à l'église. Mais ouais, pour ce qui nous concerne ici, on va plutôt s'arrêter sur ma pratique de psychologue donc. Mm. Alors, c'est quoi justement qui te marque le plus dans ton travail d'accompagnement des personnes victimes dans ton travail ? Ce qui me marque, alors pour les personnes, j'ai envie de dire les personnes victimes au sens large, parce que moi je rencontre des personnes, tu vois, qui sont victimes d'infractions pénales, mais vraiment au sens large, donc ça peut être un accident de la route, ça peut être des violences, mais complètement autres, violences physiques, autres que des violences sexuelles. Ce qui me marque, c'est que vraiment le cheminement de chacun, il est vraiment unique et pas prévisible, qu'il y a un rôle de l'entourage qui est vraiment essentiel, vraiment, notamment dans le cadre des violences sexuelles, on va y revenir, mais vraiment un des facteurs hyper importants dans le parcours, dans le cheminement vers la restauration, j'ai envie de dire ça, c'est la présence de l'entourage, la contenance de l'entourage, ça c'est vraiment essentiel. La temporalité aussi, c'est vrai que la temporalité de chacun, elle est unique. C'est-à-dire que t'as des gens, tu les rencontres une première fois et tu penses qu'ils vont vraiment mettre très longtemps avant d'aller mieux. À savoir que, bon, de façon générale, en accompagnement, en psychologie, mais également, notamment par rapport aux victimes, euh, on, on vise, on se met d'accord avec la personne, mais on vise un mieux-être, mais les symptômes en eux-mêmes, invalidants, vont pas forcément disparaître complètement. Mais on est sur quelque chose où on vise un mieux-être. C'est quand même le but. Euh, mais si tu veux, t'as des gens qui sont très surprenants, alors très courageux aussi. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le courage des personnes. Vraiment cette importance de respecter le temps de chacun. Ça, c'est assez essentiel hein, dans la déontologie. Respecter le temps de chacun et notamment quand tu accompagnes des personnes qui ont été victimes, voilà, qui sont potentiellement assez influençables, qui ont pu être sous emprise, enfin, voilà, ça dépend de quoi, hein, mais il y a vraiment ce grand principe de liberté et de non-jugement, voilà, que l'autre, voilà, il fait son cheminement, quoi. T'es pas là pour plaquer des représentations, ce grand principe de liberté, ouais, ça c'est quelque chose qui me marque beaucoup, que c'est l'autre qui décide. Je dirais que c'est en général
pas que par rapport aux victimes, mais il y a vraiment cette liberté fondamentale que c'est toi qui décides de ton chemin, quoi. Et je pense que c'est compatible avec une éthique chrétienne aussi, d'ailleurs, parce que Dieu nous laisse libres, tu vois. Ouais. Et sur cet épisode sur les agressions sexuelles, on avait vraiment envie de prendre le temps de définir c'est quoi Ouais. un abus sexuel, c'est quoi une agression sexuelle, parce que peut-être il y a des personnes qui écoutent qui ont vécu des choses qui ne nommeraient pas d'eux-mêmes agression Mmh. ou peut-être des fois on appelle agression sexuelle quelque chose qui relève pas de ça ou l'inverse. Donc voilà, c'est ma question pour toi. Quelle est la définition d'une agression ou d'un abus sexuel? Alors, petit topo juridique. Pour Ouais. le coup, une agression sexuelle, c'est ce qu'on va appeler façon. Souvent, on va parler d'attouchement, mais la loi le définit en fait. C'est, donc je cite, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et c'est ces 4 termes-là qui sont importants à avoir en tête. Mais atteinte sexuelle, là, on parle pas de viol. Le viol, il est défini à part parce que le viol, il est reconnu comme crime. Donc le viol, c'est quand il y a une pénétration, qui est également toute pénétration commise donc avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et ce qui peut être important de préciser dans le viol, c'est que imposer une fellation, c'est un viol. On a une vision des fois du viol qui peut être aussi très restreinte. Mais l'agression sexuelle en tant que telle, c'est vraiment toute atteinte. Donc ça part de l'attouchement, c'est-à-dire que toucher quelqu'un sur une partie de son corps au niveau des organes sexuels qui est pas consenti, c'est un délit. Donc c'est puni par la loi. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Sont victimes au sein soit de leur propre famille d'origine, soit avec des proches, avec des gens qui connaissent en fait. Ça existe. Alors ça existe, hein, les agressions et les viols qui ont lieu, enfin tu vois comment dire, dans le hall d'immeuble, tu vois, l'inconnu qui te suit dans ton immeuble et qui te viole dans l'ascenseur. Ça, malheureusement, ça existe, mais la grande partie, enfin, du moins des personnes que moi je rencontre, c'est vraiment des personnes qui vivent ça ou ont vécu ça dans leur univers familier, ce qui est encore plus désorganisant en fait, parce que c'est pas censé être ta famille ou tes amis ou enfin, voilà, ton entourage proche, que tu sois enfant ou adulte, c'est pas censé être un entourage qui te fait du mal, quoi. Mm. Mm. Merci pour ce point de définition juridique. En fait, on n'a pas vraiment parlé du consentement dans un épisode précédent. Alors, est-ce que tu peux juste faire un point ou un éclairage sur qu'est-ce que le consentement ou plutôt qu'est-ce que n'est pas le consentement? Alors, je l'ai pas précisé dans la définition là, mais en fait, il y a vraiment aussi la notion dans la contrainte, t'as vraiment la question t'as la contrainte physique, bien sûr, mais t'as aussi la contrainte morale. Et dans la contrainte morale, tu peux avoir toute forme d'influence, d'abus d'autorité, enfin toutes ces choses-là. Mais la contrainte morale, elle est reconnue dans la loi. C'est-à-dire que, notamment dans la question d'un rapport sexuel, parce que ça arrive pour des jeunes, notamment pour des ados ou pour des très jeunes adultes, que au début, tu vois, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe, ou au début t'es ok, et après ça part sur quelque chose, et là la personne n'est plus ok. Mais ça a été compliqué à un moment donné de dire non, ou de signifier ton refus. Parce qu'il faut savoir que souvent on dit oui, mais elle a pas dit non, ou il a pas dit non. Mais le non verbal, c'est pas la seule façon de communiquer un consentement. C'est-à-dire que tu peux très bien communiquer un non-consentement, par ton expression faciale, par ton regard, par ta posture physique. Il y a plein d'autres, tout le non-verbal en fait. Et à un moment donné, il faut savoir que le consentement, c'est un petit peu la base de toute relation, même en dehors de la sexualité. C'est vrai que là, on se focalise beaucoup sur la sexualité. Je sais que vous faites la saison là-dessus, mais c'est dans toute relation, j'ai envie de dire, à un moment donné, si tu te sens contraint, forcé, culpabilisé, manipulé, peu importe, qu'on te fait du chantage affectif ou j'en sais rien, c'est pas ok dans le domaine de la sexualité, mais c'est pas ok, j'ai envie de dire, dans toute base de relation. C'est-à-dire que dans une relation de confiance, t'es pas censé te sentir obligé de faire plaisir à l'autre. Pour quoi que ce soit.
Et c'est là où je pense qu'on a tous un travail de sensibilisation dans les relations qu'on vit, mais aussi par rapport à nous-mêmes, d'être au clair sur, bah là, quand je dis un oui, est-ce que c'est un vrai oui? Ou est-ce que je dis oui parce que j'ai des bénéfices secondaires à ça, genre, bah, j'évite le conflit, tu vois, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, je le vis mal parce qu'au fond de moi, c'est pas authentique, c'est pas un vrai oui. Et c'est vrai que le consentement, il est souvent utilisé par rapport à, enfin, souvent expliqué, explicité, et dans ce contexte de rapport sexuel. Mais pour moi, il va même plus loin. C'est-à-dire que le consentement, c'est au-delà du sexe, quoi. C'est vraiment, est-ce que là, dans la relation à l'autre, mes limites sont respectées? Est-ce que j'arrive à les poser, à les faire respecter? Est-ce que l'autre entend mes limites et les respecte? Mmh. Tu vois? Oui, et est-ce que moi j'apprends à laisser l'autre libre et à entendre son non et à Ouais, également, m'assurer que son oui est un vrai oui et tout, c'est dans les 2 sens. également. Comment je gère ma frustration? Tu vois, il y a vraiment cette Ouais. notion de comment, si je regarde par rapport à moi-même, déjà, comment, quand l'autre me dit non, euh, pour n'importe quelle raison finalement, bah, est-ce que j'arrive à entendre que Mmh. la personne a le droit de me dire non? Je pense que ça éclaircit bien les choses de pour la suite de la conversation. On a défini les termes et il Mhm. paraît que c'est important de définir les termes. Donc, Ouais. quel conseil est-ce que tu donnerais à un proche d'une personne qui a vécu une agression sexuelle? Tu as dit dans ton intro que les proches des personnes que tu accompagnes dans ton association, c'est très important pour la reconstruction et la restauration. Donc qu'est-ce que tu donnerais comme Euh, alors, pour les proches, ce qui n'est pas simple avec les proches, c'est que forcément, il y a de l'affectif, tu vois. Et que tu peux pas accompagner comme le ferait un professionnel. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez essentiel, c'est de respecter le timing de la personne, de s'informer, parce qu'il y a un truc qui peut être très rassurant, c'est de s'informer, bah, justement, sur les symptômes, voilà, qu'est-ce qu'expérimenter la dissociation, la mémoire traumatique, ça on va y venir ensuite, mais qu'est-ce que peut expérimenter justement une victime, et ouais. pas que de violence sexuelle d'ailleurs, mais s'informer, orienter, c'est-à-dire bah, pas hésiter à encourager l'autre aussi à aller demander de l'aide et à consulter, tu vois. Euh, S'armer de patience, je dirais, s'armer de patience, tout comme on le dirait aussi aux victimes, d'avoir vraiment prendre du temps pour se ressourcer aussi, pour pouvoir faire face, parce que des fois ça demande d'être solide, Mmh. hein, d'être voilà, tenir bon, parce que bah, ça peut être très déconcertant. Alors selon plein de choses, hein, selon le contexte de révélation, voilà, selon le nombre de fois aussi c'est arrivé, parce que c'est pas pareil quand ça arrive qu'une fois de façon isolée, ou quand c'est quelque chose qui a été vécu sur des années, ça aura pas les mêmes conséquences aussi. Donc euh, voilà, de vraiment s'armer de patience et de bienveillance et ne pas chercher à projeter des attentes sur l'autre, sur comment l'autre il devrait ou ne devrait pas réagir. Parce que ce qui se passe généralement, et ça se passe notamment quand il y a une personne qui expérimente la dissociation, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la personne victime en face, elle peut être amenée à avoir des comportements qui sont complètement paradoxaux ou incohérents ou inhabituels, pas compréhensibles. Euh, ça peut changer du tout au tout. Ça peut être souvent, moi souvent ce que j'entends, ah mais elle était pas comme ça avant. Enfin, tu vois, des choses un petit peu où les gens savent pas trop comment, 70 minutes, ils savent pas trop comment faire face parce que c'est pas compris, il y a un truc qui est pas compréhensible dans la réponse comportementale, tu vois, Mmh. de leurs proches. Euh, je peux conseiller aussi de demander soi-même de l'aide, c'est-à-dire que souvent on pense qu'on est fort et qu'on peut faire face, mais c'est vrai que si on a un proche qui vit quelque chose de particulièrement éprouvant et qui a besoin de soins, soi-même peut-être qu'on a, tu sais, comme les aidants, comme les un petit peu Mmh. comme les aidants j'ai envie de dire de patients qui ont des maladies neurodégénératives, où ça peut être vraiment épuisant en fait d'être au contact de quelqu'un tous les jours qui va pas bien, euh, de soi-même demander de l'aide s'il faut. Mm. Bah, comment est-ce que le sentiment de sidération qu'on peut
ressentir quand un proche nous annonce une nouvelle comme ça et notre cerveau refuse presque d'accueillir, d'imaginer que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut lutter ou faire face avec ce sentiment de sidération qui peut nous envahir et nous empêcher en fait d'entendre Mmh, et d'accompagner la mmh. personne? Ouais. En fait, c'est un peu c'est le déni un petit peu aussi ce que Ouais. tu évoques, je trouve. Faut savoir que c'est des mécanismes qui sont protecteurs à la base. C'est des mécanismes de défense et on se protège tous comme on peut. C'est-à-dire que on se protège pas tous de la même façon. À savoir que oui, quand on va t'annoncer une nouvelle horrible, bah ta façon de voir la réalité, ta façon de l'intégrer, va amener peut-être des résistances, va amener du déni notamment. Le déni, c'est aussi une étape du deuil. Hein, donc ça peut être une étape qui est très normale, notamment dans un deuil. Et en fait, tu ne vis pas le même symptôme qu'a vécu la victime, même si tu es impacté aussi. Tu peux être impacté aussi par un événement traumatisant qu'a vécu un proche. Tu vivras pas la même sidération. Ça sera pas la sidération, tu vois, que vit par exemple la victime sur l'instant T. Généralement, tu vois, quand on est face à un événement un événement grave, effractant psychiquement, on va réagir de 3 façons qu'on ne peut pas prévoir. On va réagir soit en étant sidéré, justement, en étant freeze en anglais, soit tu vas te battre. Donc tu vas avoir une réaction qui est généralement une expression de stress dépassé. Donc ça veut dire que ton niveau de stress il est trop élevé et que voilà, t'es plus dans la réflexion à ce moment-là. Soit tu vas flight, c'est tu vas fuir, des réactions de fuite. Mais du coup, ces 3 modes-là, fight, flight Ouais. and fight, Freeze. non, bref, Freeze. voilà, freeze et ces 3 réponses-là, ça peut aussi toucher du coup les proches des victimes quand ils apprennent la nouvelle ou c'est une autre réponse émotionnelle? Ouais, non, je dirais que c'est une autre réponse émotionnelle. Je dirais que c'est une autre réponse émotionnelle. Là, on est vraiment sur la victime directe. Enfin, tu vois, la personne qui a été exposée à l'événement. Mais un proche peut en effet être débordé, être envahi émotionnellement par le récit. Tout comme les professionnels, d'ailleurs, qui accompagnent. C'est-à-dire que de toute la journée, être exposé à du contenu traumatique, j'ai envie de dire, bah oui, ça a un impact sur ton psychisme, bien sûr, et ça peut te déborder, ça peut t'envahir, ça peut te donner ce sentiment un petit peu que l'urgence que vit l'autre, ça devient ton urgence et qu'il faut être, voilà, tu vois, hyper réactif tout le temps et toujours être là, un peu en pansement, à apaiser, alors que, voilà, dans le réel, dans le concret, si l'autre n'est pas en danger, parce que souvent, c'est ça qui peut être difficile aussi quand t'accompagnes une personne victime, c'est que faire face à cet envahissement, contenir, sécuriser, renvoyer dans l'instant présent. Voilà, ça c'est quelque chose que les proches peuvent faire aussi, tu vois. Je vous ramener à l'instant présent de ok, t'as été exposé à cet événement. Mais voilà, là aujourd'hui tu es là, tu es avec moi, tu es en sécurité, tu vois. Des choses comme ça très très basiques qui aident à Ouais, voilà. sécuriser quoi. Ouais. Ouais, à sécuriser. Tout à fait. Mais oui, les proches, comment dire, les proches, en fait, je pense que l'épuisement, il va être dans la durée aussi. Parce que, tout comme les accompagnants, les professionnels, être face à une personne qui est complètement débordée et qui elle-même a du mal à mettre du sens sur ce qu'elle vit, ça peut renvoyer des choses aussi assez violentes. Et ça peut être compliqué de moduler sa propre réponse émotionnelle. C'est-à-dire que tu peux être agacé, tu peux juger très facilement, tu peux avoir envie que l'autre se comporte d'une façon, tu vois. On est beaucoup dans la projection, enfin ça peut te renvoyer voilà, l'autre te fatigue, t'as envie que voilà. Et en fait, autant chez les professionnels ça peut arriver, mais bon normalement ça fait partie de ton travail, donc tu travailles sur toi pour voilà, garder une posture bienveillante, pour garder une posture adaptée. Mais chez les proches qui n'ont pas forcément l'outillage théorique et de formation, quoi, tu vois, de pratique, Ouais. ça va au quotidien, parce que c'est non-stop, si t'habites avec la personne, par exemple, ça va pas forcément être facile de toujours avoir cette réponse adaptée. Donc, ce qui est ok, j'ai envie de dire, enfin, voilà,
Ouais, Ça arrive, on est enfin, je humain, demande ouais. pardon de la vie. Ouais. Mais ouais, je pense Mais qu'il y a moi, vraiment ouais, vas-y. je dirais que la différence quand même fondamentale entre un proche et un professionnel, au-delà du fait qu'un professionnel, il a des horaires et un proche non, c'est Oui, que, en tant que professionnel, toi, en fait, ça te surprend pas, c'est triste à ouais, dire, ouais, mais j'ai l'impression que, l'horreur de ce qu'on peut subir, dans la vie n'est pas surprenant. Même si c'est horrible, mais je veux dire, c'est enfin et du coup, ça diminue le risque du déni ou du refus d'entendre, alors que quand on n'est pas professionnel, peut-être que notre déni, psychique fait qu'on peut vivre en pensant que ça n'arrive jamais ou que ça arrive que dans les faits divers, de temps en temps et je pense que ça, le fait de pas être conscient que c'est une vraie réalité et ben, ça peut nous empêcher d'entendre. Quand un de nos proches nous dit: «Ben, moi, j'ai vécu ça et c'est pas un fait divers, c'est vraiment ma vie, quoi» et je sais pas comment enfin, c'est aussi le but de cet épisode d'informer, de dire: «Ça arrive» et donc en fait, il faut pas qu'on soit surpris. Il faut qu'on soit triste. On peut être triste quand on entend, mais on peut pas être surpris que ça arrive aux gens qu'on connaît parce que les statistiques sont effroyables sur le nombre de personnes qui sont touchées par, des ouais, agressions sexuelles. ouais, clairement. Mais tu sais, je pense que ça surprend toujours parce que, en fait, même quand tu le sais intellectuellement, tu peux en effet t'informer, tu peux être sensibilisé, mais quand ça vient toucher à ta propre famille ou à ton propre cercle d'amis, à des personnes avec qui tu as un lien d'attachement, et un lien émotionnel, un lien affectif, bah il y a toujours quand même cette surprise, je pense, parce que ça vient, enfin, ce qu'il y a d'horrible en fait dans les violences sexuelles entre autres, j'ai envie de dire dans toute violence, mais notamment dans les violences sexuelles, parce qu'elles viennent vraiment toucher à l'identité d'une personne, tu vois. Ça peut avoir un tel impact sur le développement de quelqu'un, ça peut tellement, si c'est en plus vécu dans la durée, modifier la personnalité de quelqu'un en profondeur, tu vois, sans que ce soit perçu par l'entourage. Euh, bah, il y a toujours ce truc où tu, en fait, tu vas forcément chercher à te protéger. Enfin, humainement, tu vas toujours chercher à essayer de mettre du sens, en fait. C'est ce qu'on passe notre temps à faire, c'est qu'on, tu vois, dès qu'il se passe un truc qu'on comprend pas, on va essayer de mettre du sens dessus. Et alors, des fois, on va essayer en effet peut-être de justement spiritualiser, puisqu'on va des fois essayer de mettre, créer un sens qui est en lien avec notre foi aussi. Mais en fait, je pense que c'est normal d'être surpris quand un proche t'annonce quelque chose de cette envergure-là, d'autant plus si ça met en cause des gens que tu aimes, d'autres personnes que tu aimes. C'est normal d'être surpris, mais ce qui est vraiment essentiel de garder en tête, c'est que ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire que, d'autant plus si la personne après fait des procédures, tu vois, va porter plainte, etc., c'est que, en fait, c'est tellement coûteux. Enfin, moi, avec les gens que j'accompagne, tu vois, t'en as qui portent pas plainte. Mais alors quand c'est un mineur, c'est encore autre chose. Par exemple, si un professionnel, mais j'ai envie de dire peu importe qui, si un tout citoyen apprend qu'un mineur a été victime d'agression sexuelle ou de viol, t'es obligé de dénoncer. Enfin, t'es obligé d'en parler aux parents, d'en faire. Sauf si le parent est l'agresseur, là tu dénonces directement. Mais Donc tu es t'as obligé de des. juste point juridique, tu Ouais, un mineur qui te confie qu'il a ouais, été ouais, agressé sexuellement, tu es obligé d'en parler à la police ou ouais. aux parents ou Ouais, en fait, alors ça dépend de quelle place tu as. C'est-à-dire que quand c'est en tant que professionnel, alors je crois que le seul fait qui peut, comment dire ça, le seul critère qui ferait que tu ne dis pas ça aux parents, c'est quand le parent est mis en cause finalement, quand c'est les faits concerneraient le parent, tu vois. Mais sinon, au-delà de ça, ouais, tu es censé remettre, enfin, transmettre l'information au détenteur de l'autorité parentale. Euh, Après, ça se travaille, tu vois, de comment tu le dis. Enfin, ça, c'est des choses qui se préparent en équipe notamment. Mais tout citoyen, j'ai envie de dire, bah, si on prend le contexte de l'Église notamment, mais ouais, tu t'apprends qu'un enfant a été attouché, même si c'est à l'école, peu importe où, tu vois. Ouais, t'as le devoir d'aller en parler à ses parents. Tu peux pas, en fait, c'est pas toi qui as responsabilité sur l'enfant, donc tu ne peux pas garder ça pour toi. Mais t'as vraiment, alors j'ai pas la référence de la loi en tête, mais t'as un article de loi là-dessus qui est hyper clair, enfin, que ce soit professionnel ou citoyen, voilà, ça, pour les mineurs, la question elle se pose même pas. La question qui se pose, c'est comment tu dénonces finalement, comment, à qui, est-ce que tu fais directement ta lettre au procureur, est-ce que tu saisis la CRIP, tu vois, la cellule de renseignement et d'information préoccupante, je crois ça.
Mhm. régional, je sais plus. La CRIP en Ouais. tout cas, pour les informations préoccupantes. Quel réseau tu prends, tu vois, quel input tu vas choisir pour faire ta dénonciation, ça c'est, j'ai envie de dire après en fonction du cas par cas. Mais sur le fait même que tu dois dénoncer les faits, ça ouais, c'est une évidence, ouais. Ouais, ouais. Enfin, ça doit être une évidence en tout cas. Mais ouais, du coup, on était sur la réaction des proches. Euh, bah, je pense que c'est vraiment, moi honnêtement, je pense que quand t'es un proche d'une personne qui vient révéler avoir vécu des violences sexuelles, euh, c'est normal d'être surpris, mais c'est vraiment important de garder en tête que c'est hyper coûteux pour la personne d'aller dénoncer ce genre de fait. Déjà, parce qu'il y a une grosse culpabilité, parce que souvent il y a eu un discours aussi de déresponsabilisation de l'agresseur, tu vois, surtout quand c'est dans le temps. Euh, qu'il y a une peur de pas être cru, qu'il y a une peur de perdre aussi l'affection, les liens, si c'est au sein de la famille par exemple. Euh, donc ouais, c'est hyper coûteux. Si on quand après il y a des démarches qui sont faites au niveau de la justice, bah, c'est hyper coûteux également parce que bah c'est du temps déjà, ça prend beaucoup de temps. Les enquêtes peuvent durer longtemps. Ça peut être violent doublement aussi parce que bah des fois t'as des confrontations avec l'agresseur, des fois enfin voilà, c'est pas des procédures qui sont faciles à vivre pour les victimes. Euh, donc c'est vraiment important de se dire que la personne elle aura besoin d'être soutenue à toutes ces étapes-là et que c'est vraiment important de pas jouer le rôle finalement de l'agresseur, de banaliser, minimiser cette violence. Tu sais, parce enfin on est tout, enfin finalement tout le monde doit lutter avec ses propres représentations, de chercher à minimiser finalement et de dire ah oui non mais quand même tu vois je connais un tel ou un tel, tu vois, avoir du mal à imaginer que ce soit possible et de dire ouais mais bon elle s'est habillée comme si elle s'habillait comme ça a quand même influencé, enfin tu vois toutes ces représentations qu'on a, et on a beau savoir que c'est pas ajusté, tu sais, il y a selon les contextes, selon ce que les gens te renvoient, euh, que tu sois proche ou professionnel d'ailleurs, hein, il y a ce truc où t'es des fois obligé de lutter avec des stéréotypes, des représentations toutes faites, tu vois, qui Ouais. amènent rien en fait. Oui, et les représentations toutes faites, ça nous protège aussi, Ouais. ça protège notre psychisme aussi, je pense. Oh Mais oui. ouais, c'est Oh pas oui. utile au jour où on apprend que c'est vraiment vrai. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est ça, c'est protecteur en fait. Si on a recours à ce genre de représentation, c'est que nous-mêmes on est en lutte interne, tu vois. Ouais. C'est que nous-mêmes on cherche à se protéger, Mm. souvent. Mm. Du coup, dans cet épisode, il y a aussi des gens qui écoutent et qui ont vécu une agression sexuelle, comme on l'a défini plus tôt dans l'épisode. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes-là? Que c'est pas normal, déjà, de une, que c'est pas normal ce qu'ils ont vécu, mais que quel que soit ce qu'ils expérimentent depuis ça, bah que c'est leur façon de faire face à une situation qui est pas normale en fait. Parce qu'ils peuvent des fois être très déconcertés parce qu'ils se reconnaissent plus, ils expérimentent des symptômes. Bah c'est comme ça qu'ils font face, c'est les stratégies de survie qu'ils ont mis en place pour faire face à cet événement qui est pas normal. Que quel que soit ce qui leur a été dit, ce qui a été, ce que eux ont fait, peu importe, que c'est pas normal ce qu'ils ont vécu. Ça c'est vraiment essentiel. De demander de l'aide, de pas hésiter à demander de l'aide, d'en parler, d'en parler. Si tu veux pas en parler à quelqu'un proche, à quelqu'un de ta famille, voilà, va dans les associations d'aide aux victimes, va demander de l'aide à quelqu'un. Il y a des gens qui seront là. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Puis peut-être que les gens seront pas tout le temps parfaits, parce que malheureusement, bah oui, ça arrive que les proches, quand on leur en parle, ils aient des réactions un peu, voilà, pas adaptées ou débordantes, parce que même sont pas bien. Et voilà. Fondamentalement, quelle que soit la réponse de l'entourage, c'est pas normal. Je vous encourage vraiment, on va mettre le lien de la vidéo dans la description d'une vidéo de Muriel Salmona. Ouais, c'est ça. Et je vous encourage vraiment à aller la voir et à l'écouter plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et je pense qu'on a tous besoin d'être un peu plus conscients de c'est quoi qui se passe dans le corps pour Mhm. mieux écouter les autres autour de nous et puis peut-être mieux aussi gérer nous-mêmes.
Je pense que ça Mmh. éclaire beaucoup, donc je vous encourage à aller voir cette, vidéo quand vous avez fini d'écouter l'épisode. Est-ce que, il y a d'autres choses, Fiona, que tu voudrais dire à une personne qui écoute, qui a vécu une agression sexuelle? Oui, il y avait, un truc que je voulais dire en fait, qui me semble assez essentiel, que j'observe aussi dans mes accompagnements, c'est que, heu, il y a vraiment un choix à faire, qu'on soit chrétien ou non d'ailleurs. Enfin, je pense que ça a d'autant plus de sens quand tu es chrétien, mais même les gens que, tu vois, j'accompagne qui le sont pas, je trouve que la force des paroles que tu dis sur toi-même, c'est impressionnant. C'est-à-dire que, tu sais, quand on parle de ce choisis la mort, choisis la vie, il y a vraiment, c'est-à-dire que, et c'est là où les distorsions, enfin, pour moi, elles sont importantes, c'est-à-dire que ça développe des fausses croyances sur soi et sur les autres, souvent, basé sur un vécu, hein. Ça veut pas dire que ce que tu as vécu c'est faux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais basé sur ce vécu qui est hyper désorganisant, qui est horrible, voilà, débordant, qui vient modifier ta perception de l'environnement et des autres et de toi-même. Pour autant, c'est une expérience, qu'elle soit unique ou répétée, c'est ton expérience et tu enfin, moi, souvent, ce que je cherche à développer avec les gens, c'est ce côté où même s'il y a des choses, en effet, qu'ils ont malheureusement subies et qu'il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent avoir du contrôle. Il y a vraiment cette idée de pouvoir développer chez les victimes les ressources. C'est-à-dire que eux-mêmes ont des ressources, eux-mêmes savent faire, tu vois. Et que, et ça rejoint ce que je disais au début de la liberté, c'est-à-dire que tu, on va te donner un conseil, voilà, mais c'est toujours toi qui décides, quoi. Et cette importance de, voilà, qu'est-ce qui a autorité sur toi, en fait? Est-ce que tu laisses le vécu que tu as eu, la parole de l'agresseur, l'acte de l'agresseur, avoir encore autorité sur toi, même si, bien sûr, ça va un peu l'avoir dans le sens où les symptômes qui sont expérimentés, ça, c'est pas des choses qui se maîtrisent. Et ça, ouais, ça, faut bien l'avoir en tête que, il y a des choses, euh, des réactions, voilà, que ce soit des réactions d'évitement, que ce soit les réviviscences avec tout ce que ça, les flashbacks, etc., les cauchemars. Ça, c'est pas des choses qu'on peut maîtriser soi-même quand on le vit. Pour autant, tu peux avoir une action sur qu'est-ce que je dis de moi-même, qu'est-ce que je déclare de la situation. Et ça peut paraître complètement insignifiant et minime, mais ça a vraiment une force. Enfin, c'est vrai que moi je l'observe ça. Les gens qui, alors, encore une fois, l'entourage est très important là-dessus aussi, mais tu vois, les gens qui arrivent à déclarer des choses sur eux-mêmes, j'ai envie de dire qui sont positives, ça a vraiment un impact. Ça a vraiment un impact. Ça résout pas tout, c'est pas magique, ça résout pas tous leurs problèmes. Certains ont quand même des symptômes invalidants qui restent, tu vois, mais ça a vraiment un impact. Merci, Fiona, pour, ces conseils. Ouais, je pense que c'est important tout ce que tu as dit, et de toute façon, enfin, il y aurait beaucoup d'autres choses à aller creuser, à aller continuer de creuser, ouais, pour, les personnes qui ont été victimes, donc on vous encourage à aller consulter de toute façon, à aller, comme tu l'as dit, à aller demander des ressources à des professionnels ou des gens qui peuvent vous aider. Donc Mmh. voilà, ce que dit Fiona, c'est, juste le début pour, s'encourager à aller plus loin. Moi, j'avais aussi à cœur de discuter dans cet épisode des engagements qu'on peut Mmh. prendre individuellement ou collectivement pour lutter contre les agressions sexuelles, Mmh. et encore une fois, on va pas régler le problème, avec cet épisode, mais Fiona, est-ce que tu as des choses, que tu voudrais nous conseiller par rapport à ça? Mmh. Ouais. Alors, déjà, je vais peut-être parler du collectivement parce que ça c'est plus facile Ouais. en termes de, enfin facile. C'est voilà, je voulais parler de Stop Abus notamment, tu sais le service d'écoute là qui a été mis en place par le CNEF, donc le Conseil national des évangéliques de France. Il y a un site web, c'est un service d'écoute qui est vraiment là pour orienter les gens, pour écouter et orienter. Il n'y a pas de prise en charge en tant que telle. Mais ça c'est vraiment voilà pour les gens qui sont chrétiens, qui fréquentent des églises. On met le lien dans la description, donc allez voir, ouais. Donc ça c'est collectivement. Enfin après collectivement il y a aussi tout simplement le fait de dénoncer hein, quand t'es témoin ou victime toi-même. Mais quand t'es témoin t'as aussi un devoir de faire quelque chose. Mais je pense que vraiment lutter en individuel pour moi. Alors au-delà de tout ce travail de sensibilisation, tu vois, avec les notamment les enfants. Je Mmh. pense que dès le plus jeune âge, ça, ouais, il y a des choses qui doivent
se parler en famille, et pour autant, si c'est pas parlé de façon explicite, plus le lien d'attachement, plus la relation est sécure et de qualité, on va dire ça comme ça, avec le parent ou avec l'adulte, plus ça sera facile pour l'enfant de venir se confier s'il vit malheureusement des, des agressions, une agression sexuelle. Ce qui m'est venu, c'est vraiment que parce qu'on a beaucoup ces images, tu sais, au sein de l'Église, sur le fait qu'on est une famille, sur le fait que on est un corps, tu sais, le corps du Christ, et certes, c'est des images qui sont réelles, qui sont belles, mais dans le concret de comment on vit la communauté, je pense que c'est vraiment important de se souvenir que, par exemple, t'as des gens qui aiment pas qu'on les touche, tout court. Enfin, tu vois, quand on a pris pour quelqu'un, on pose la main, il y a des gens, honnêtement, le toucher tout court, même un toucher sur une zone non érogène, ça va pas être possible, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment des choses où faut qu'on ait en tête que même si nous, on est plutôt à l'aise, et tu vois, je sais pas si le toucher, c'est un langage d'amour pour toi, par exemple, et toi, t'es à l'aise avec ça, tout le monde n'est pas à l'aise, tout le monde n'est pas comme toi. Enfin, vraiment, ce travail, pas que dans l'église, vraiment, chaque citoyen, peu importe, mais il y a une individuation, une différenciation qui est tout à fait normale, en fait. Je ne sais pas ce que l'autre a vécu en face de moi, l'autre, voilà, je ne lis pas dans sa tête. Ça, c'est super important d'ailleurs, sur les notions d'emprise, et enfin, personne peut venir te dire, je sais ce que tu penses mieux que toi-même, tu vois. Enfin, ça, non. Nous sommes deux êtres distincts. Vraiment dans le couple, j'ai pas eu le temps de parler du couple, mais C'est intéressant. C'est vrai, on a fait un épisode récemment sur la différenciation. Et ouais, pareil, on aurait pu dire beaucoup de choses, mais c'est la notion de différenciation, que l'autre est différent. Tu l'as dit plusieurs fois dans l'épisode à différents moments, mais ouais. qu'on peut pas envahir le royaume de l'autre. J'utilisais le mot Mhm, de royaume dans l'épisode sur la différenciation. L'autre ne peut pas envahir nos royaumes. Nos royaumes peuvent se rencontrer, où on reste chacun responsable de notre propre royaume. Et c'est mhm, vrai que ça a un impact fondamental sur les agressions, ou même si c'est pas sexuel, ça peut être un mhm, envahissement du royaume de l'autre. mhm, Et il faut qu'on apprenne à respecter les frontières, les limites de l'autre, et à aussi respecter les nôtres. Cette idée de mhm, différenciation et de royaume, c'est fondamental à travailler pour laisser de moins en moins de place ensemble à des agressions. mhm, mhm, Euh, et oui, je pense que c'est une clé. Tu le dis autant sur le jugement, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le royaume de l'autre, en fait. On ne sait pas ce qu'il a mhm, vécu, on ne sait mhm. pas c'est quoi ses bagages, ses blessures, ses galères. Et C'est ouais. ça, c'est ça. Je pense que quand tu dis royaume, c'est en gros le monde interne, quoi. C'est ce que, ouais, ok. Je pense que c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Mais ouais, ça me semble vraiment essentiel, parce que sinon on a tendance, en fait, quand le jugement est là, et quand je dis jugement, c'est vraiment le jugement en termes de euh, l'autre est mauvais, moi je suis bien, tu vois. Enfin, c'est vraiment ce truc-là contre lequel on doit lutter des fois, qui souvent vient nourrir quelque chose en nous dont on a besoin. Hein, c'est important de se questionner sur pourquoi j'ai besoin de juger, pas tomber dans l'autocondamnation justement, mais voilà, c'est là, ok, c'est là, mais qu'est-ce que j'en fais, pourquoi c'est là, et parce que dans les violences sexuelles, en fait, il y a beaucoup de jugement, parce que généralement, malheureusement, quand en plus ça se passe voilà, dans un milieu fermé, on va dire, dans une famille, etc., ce qui est fréquent, euh, il y a quand même tout un travail aussi de déconstruction de l'autre, et du regard qui est porté sur l'autre. C'est-à-dire que la personne qui est victime, souvent au-delà de ça, surtout quand ça a commencé jeune, va euh, avoir eu peut-être des comportements pas adaptés, ou justement, si elle est dissociée, elle va faire des trucs bizarres, pas cohérents. Et en fait, il peut y avoir tout ce truc de jugement du comportement, et du coup qui vient complètement faire écran au discours, tu vois, et où le discours de victime de voilà ce que j'ai vécu, tu vois, c'est pas entendable en fait, parce que malheureusement t'as beaucoup de familles qui que ce soit des chrétiens ou pas, hein, et moi je pense à quelqu'un qui est pas du tout chrétien, mais qui va les parents notamment, tu vois, personne va même adulte le dire à ses parents, voilà, j'ai été violée par ou touchée par tel oncle, tu vois, et où c'est pas entendable. Il y a une forme de loyauté qui va faire que ça va pas forcément être entendu, ça va pas forcément être cru. Et en fait, souvent, moi, ce que je remarque, c'est que souvent les gens, quand c'est en tant qu'adulte,
Alors, on a tous des motivations très différentes quand on va porter plainte pour des faits d'agression sexuelle, mais quand c'est des faits incestueux, donc au sein de la famille, et que c'est fait en tant qu'adulte, généralement, c'est pas tant cette notion de réparation juridique qui est cherchée, tu vois. C'est pas tant le côté condamnation. Alors des fois, oui, mais c'est très très personnel la motivation. Mais des fois, ce que moi j'entends chez les gens, c'est vraiment ce truc de la démarche juridique. Quelque part, c'est un recours pour essayer de légitimer le discours auprès de la famille, tu vois. Pour essayer de montrer que le discours il a du poids parce que c'est pas entendu en fait en tant que tel. Et ça, je me dis waouh, il y a encore du boulot, bien sûr, mais si nous-mêmes on pouvait déjà travailler nos représentations et se dire que du moment que quelqu'un vient te dénoncer ou vient te parler comme ça, qu'elle a vécu un attouchement ou un viol dans son enfance ou en tant que jeune adulte, de pas mettre en cause la parole et déjà de, tu vois, juste le recevoir. Quand c'est dans ta famille, je pense que c'est d'autant plus douloureux et d'autant plus difficile à entendre et que, bien sûr, on l'a déjà dit, il y a plein de résistances qui se mettent en place pour faire face et que ça a forcément désorganisé la famille aussi. Enfin, c'est assez évident. Mais ouais, de vraiment pas mettre en cause cette parole et tu vois que l'affectif pour le coup, même s'il rentre en compte, parce que ça, il vient, en fait, d'entendre des révélations comme ça vient complètement désorganiser les liens dans une famille, mais que qu'il y ait vraiment voilà une notion de vigilance par rapport à ce jugement qui peut s'enclencher, tu vois, et de chercher à justifier et à trouver des excuses et tu vois, ça c'est vraiment Ouais. essentiel, il me semble. C'est important ce que tu dis. Merci de le dire. Nous arrivons à la fin de cet épisode et pour Ouais. terminer, Fiona, est-ce que tu veux nous partager c'est quoi tes 2 centimes sur ce sujet? Qu'est-ce que tu as envie de nous laisser, avec, toutes les choses dont on a parlé jusqu'à présent? Ce que j'ai envie de laisser, c'est que parce que j'ai quand même envie de finir sur une touche, tu vois, d'espoir. C'est vrai qu'on parle d'un sujet pas simple et je pense que moi-même, en parlant, tu vois, t'essaies de t'en protéger aussi, hein, parce que c'est pas, voilà, c'est pas un sujet simple à évoquer. C'est que malheureusement, voilà, c'est important, je pense, de garder en tête que ça existe, que malheureusement, c'est pas si rare que ça, que c'est puni par la loi, que c'est pas normal, qu'il y a de l'aide qui est possible. C'est possible de demander de l'aide et que c'est important de demander de l'aide. Mais que voilà, c'est vraiment important de demander de l'aide. On s'en sort mieux, je dirais, quand on demande de l'aide. Ça, je pense que oui. Ça évite de garder des symptômes invalidants sur le long terme. Qu'il y a une guérison possible, qu'il y a une restauration possible. Que oui, ça peut avoir un impact vraiment important sur le quotidien, sur les relations, mais que voilà, il y a un chemin possible de restauration. Que c'est pas facile, c'est vrai, de ce que j'observe des gens que j'accompagne notamment, c'est pas facile de s'en sortir, mais moi je suis assez admirative de l'authenticité finalement et de la vulnérabilité que ça fait émerger, tu vois, dans la vision des autres, dans la je veux dire souvent, alors c'est un peu banal ce que je vais dire, mais souvent quand on a soi-même vécu des trucs horribles, ça peut, pas toujours, mais ça peut amener à développer plus d'empathie et justement moins de jugement envers les gens, être plus dans cet accueil de l'autre comme il est. Du moment, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que du moment où tu t'es senti pas libre dans une relation, qu'il y ait eu violence sexuelle ou pas, déjà il y a quelque chose qui va pas et c'est important d'en parler. Et ça c'est vraiment essentiel. Tu vois, pour le décaler un petit peu de l'agression sexuelle en elle-même. Ouais, une idée essentielle, c'est que c'est pas normal qu'il y a malheureusement des symptômes, des conséquences au niveau du cerveau, au niveau du comportement, au niveau de comment les émotions vont être gérées par la suite, et que ça peut se réguler, qu'il y a des techniques pour prendre ça en charge. Ça c'est vraiment important de le savoir. Donc il y a de l'aide possible, et au-delà de ça, tu peux c'est important de vraiment avoir en tête que les violences sexuelles, généralement, elles émergent pas juste comme ça, et que ça fait partie aussi de tout un mode de relation. Donc c'est pour ça que pour moi, dans la prévention, c'est vraiment essentiel de se centrer sur cette notion de consentement en dehors de la notion de sexualité ou tu vois, que c'est vraiment
Du moment où tu te sens contraint, forcé, que tu ne te sens pas libre dans une relation donnée, il y a une racine là qui est déjà pas saine, Mm. et que c'est déjà un point de vigilance en fait, même avant qu'il y ait des violences sexuelles. Et notamment pour les jeunes qui se mettent en couple, parce que ça il y a malheureusement beaucoup de jeunes qui vivent des violences physiques et sexuelles dans leur couple, qui sont chrétiens ou non d'ailleurs, mais voilà. Et en fait, du moment dans une relation de couple, tu sens que tu n'es pas totalement libre de tes choix, que ce soit des choses très simples, comme l'habillement, tes choix de sortie, peu importe, enfin des choses très basiques comme ça. Il y a déjà quelque chose là qui est pas bon, qui est pas ajusté en fait, même s'il y a pas eu de violence sexuelle à proprement parler en fait. Donc ça c'est Mm. important aussi de le garder en tête. C'est important. Fiona, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. J'aime bien que tu aies voulu finir sur une note d'espérance parce que je crois qu'il y a que l'espérance qui peut nous donner d'aller demander de l'aide et, de travailler aussi cette idée de laisser l'autre libre et travailler à être soi-même libre. C'est que parce qu'il y a de l'espérance. Parce que s'il n'y a pas d'espérance qu'on peut vivre mieux, on reste là où on est et tout ça. Et je pense que c'est important de finir sur ça. Donc merci beaucoup Fiona pour tout ce que tu as partagé. On vous met des ressources dans la description, donc allez voir. Si c'est un sujet que vous découvrez plus d'informations là, aujourd'hui, ne vous arrêtez pas là parce que c'est pas en un podcast d'1 heure qu'on arrive à dire tout ce qu'on veut dire. Fiona a dû s'empêcher de dire plein de choses, je suis sûre. Donc continuez d'aller lire des choses, d'aller vous renseigner. Et voilà, il y a de l'espoir, c'est une bonne note de fin. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous rappelle encore une fois que je vous encourage à aller consulter les liens qui sont dans la description pour continuer de creuser la question, notamment cette vidéo qui explique les différentes phases suite à une agression avec la dissociation, la mémoire traumatique et tous les impacts neuro et psycho qu'il peut y avoir dans le corps et dans le cœur. Et j'ai envie de nous laisser avec cette note d'espérance que la guérison est possible, le mieux-être est possible, et c'est pour ça qu'on peut se battre, c'est pour ça qu'on peut avancer. Prenez soin de vous chacun, et à dimanche prochain 15h pour un nouvel épisode.